Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h et nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Dans l'actualité ce soir, 3 usines dans le viseur du groupe Ferroglobe. Les salariés de Ferropem en Maurienne et en Tarentaise, mais aussi en Isère, sont inquiets. La direction de la société américano-espagnole veut restructurer ses unités de production. Précision à suivre. Notre série de la semaine nous emmène à la découverte d'un courant architectural surprenant. Jean-Paul Crespi nous plonge dans l'histoire de la Maison Bulle en commençant par une exposition au CAUE de Haute-Savoie. Le silicium est un composant chimique utilisé pour produire notamment du caoutchouc. L'entreprise Ferropem installée en Maurienne est spécialisée dans la production de silicium. Elle appartient à l'un des leaders mondiaux, mais ses salariés sont inquiets. Ils sont sous la menace d'un plan de restructuration dont les grandes lignes n'ont pas encore été communiquées par la direction. Une situation floue que nous avons tenté de comprendre. Reportage. L'usine est là depuis 106 ans. À Montrichet-Albanne, dans la vallée de la Maurienne, Ferropem fait partie de l'histoire. Une histoire qui se complique depuis plusieurs mois. Le groupe américano-espagnol Ferroglobe fait partie des leaders mondiaux dans la production de silicium, une matière qui sert notamment à la fabrication de caoutchouc. Propriétaire de l'usine de Montrichet, mais aussi de celle de Châteaufeuillet en Tarentaise et d'Éclavaux en Isère, le groupe a annoncé sa volonté de restructurer ses unités de production dans la région. Un terme qui inquiète les salariés. On va dire que nos soucis ont commencé en 2019, puisqu'on avait des problèmes de paiement de nos fournisseurs. Donc on a eu, à partir du mois d'octobre 2019, des aides de l'État qui nous ont permis de repartir plus facilement. Début 2020, la situation économique de l'entreprise, on peut dire, commençait à remonter. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la crise du Covid qui a mis la société plus en difficulté, mais n'empêche que même dans une année dite difficile, les usines françaises continuent à produire du silicium avec des taux de rentabilité qui restent encore intéressants. C'est la compréhension déjà plus particulièrement pour l'usine de Montrichet, puisque ces dernières années on a fait énormément d'efforts. D'ailleurs, je pense qu'on fait partie à l'heure actuelle des meilleures usines dans le classement mondial, même si ce n'est pas relevé encore par le groupe. On espère que justement ils reviendront en arrière et juger à l'aune de nos vrais résultats, en particulier sur le mois de septembre 2020. Et ben voilà, on espère qu'il y aura une prise de conscience aussi au niveau de l'État français, de se rendre compte que le produit silicium, c'est un produit d'avenir et il a toute sa place dans l'industrie française. Contactée, la direction espagnole du groupe n'a pas accepté notre demande d'interview. Les élus, dans l'attente de précisions sur les intentions du groupe, sont également inquiets. Aujourd'hui, on a quand même 3 mots d'ordre. C'est l'inquiétude, la solidarité entre ces 3 entreprises aussi, et puis eh bien, la détermination, parce qu'on est vraiment déterminé à ce que l'entreprise perdure et soit pérenne, parce que pour nous, il y a un savoir-faire qui est vraiment de qualité sur l'entreprise et notamment sur Montrichet-Albanne. Donc pour nous, ce serait une vraie catastrophe réellement s'il se passait quoi que ce soit. Le site de Montrichet compte 154 salariés, originaires pour la plupart des villages avoisinants. Les 3 sites de la région regroupent près de 500 salariés sur les 1000 employés par Ferroglobe en France. Il devait permettre de poursuivre la modernisation notamment de l'hôpital public en France. Les accords du Ségur de la santé signés en juillet n'ont pas totalement convaincu. Certains personnels de santé se disent oubliés. Ils ont manifesté leur mécontentement ce mardi un peu partout en France à l'appel de la CFDT. À Chambéry, une quinzaine de personnes s'est rassemblée devant la délégation départementale de l'Agence régionale de santé. On écoute Patrick Chaffard, secrétaire de la section CFDT à l'hôpital de Chambéry. Il répond aux questions de Sébastien Germain. La fédération CFDT a appelé à une journée de mobilisation aujourd'hui pour rappeler au gouvernement que tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux du privé ont été, entre guillemets, oubliés suite à la crise Covid. Donc le Ségur de la santé va bénéficier à tous les hospitaliers, fonction publique hospitalière, mais pas au personnel des établissements sociaux
et médico-sociaux du privé. C'est un peu un sentiment de frustration, hein, parce que bon, effectivement, les hôpitaux et les EHPAD de fonction publique hospitalière, ben nous, voilà, hein, tant mieux, on va gagner 183 € net par mois. Mais moi, je pense à tous mes collègues du privé qui travaillent dans les APUI, dans les MAS, et qui se sont occupés de résidents, qui ont géré la crise Covid comme ils ont pu, du mieux qu'ils ont pu, et que, ben, au final, ils n'ont rien du tout. Et ben, nous espérons que le gouvernement reviendra sur ses positions et donnera les moyens à ces établissements pour augmenter les salaires de ces personnels. Nous en parlions hier, les indicateurs de l'épidémie se dégradent dans nos départements. En Haute-Savoie, le préfet a donc décidé d'élargir l'obligation du port du masque. Il sera donc obligatoire dès ce mercredi aux abords et dans un périmètre de 50 mètres des établissements scolaires de premier, second degré et d'enseignement supérieur pendant les horaires de fonctionnement de ces établissements. Dans un périmètre de 50 mètres également autour des gares de transport terrestre, ferroviaire et lacustre pendant leurs horaires d'ouverture. Enfin, le masque sera obligatoire dans les parkings des centres commerciaux et hypermarchés et aux abords de ces établissements, toujours donc dans un périmètre de 50 mètres. 6,9 millions d'euros, c'est le coût de la crise sanitaire à l'heure actuelle sur les finances de la ville d'Annecy, entre dépenses exceptionnelles et baisse des recettes. Un chiffre avancé hier lors du conseil municipal. Pour soulager les commerçants, l'Assemblée a adopté la prolongation des terrasses élargies en ville. Les restaurateurs auront donc le droit d'occuper plus que d'ordinaire l'espace public pour leur tablé jusqu'au 31 décembre. Quant au marché de Noël, la nouvelle municipalité espère bien le maintenir. Les négociations se poursuivent avec le prestataire GMC Event dans un climat assez tendu. On écoute François Astorg au micro de Fanette de Buisson. Ce que l'on fait, c'est qu'on prolonge les exonérations des terrasses notamment jusqu'au 31 décembre. On a une accélération très importante en Haute-Savoie et aussi sur Annecy du développement de l'épidémie. Donc il faut à la fois aider les acteurs économiques, c'est ce qu'on fait au travers de cette mesure, mais je tiens à préciser que Annecy et la Haute-Savoie ayant pris des mesures très tôt cet été. On est la 4e ville de France à être partie tôt, à avoir rendu le masque obligatoire sur les marchés et dans la vieille ville. Cela nous permet aujourd'hui de voir une accélération, mais on est bien en dessous de la moyenne nationale de Auvergne-Rhône-Alpes. On est bien en dessous de villes, en dessous de Lyon, Grenoble. On va se battre pour ouvrir le marché de Noël. Et pour ça, il va falloir mettre quelques mesures supplémentaires en place. Nous faisons des propositions. Nous sommes à la 2e proposition, je crois. Après, chacun a ses intérêts. Nous, notre intérêt, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à Noël. Et à Noël, on va se battre pour qu'il y ait quelque chose. Et si ce n'est pas avec ce prestataire-là, on va peut-être trouver des solutions avec, je ne sais pas, des associations ou autres. En tout cas, on y travaille, mais ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de l'État. Et parmi les sujets à débat lors du conseil municipal, l'annonce quelques jours plus tôt de la municipalité d'abandonner le projet de parking souterrain devant la préfecture. Nous y reviendrons dans un reportage complet demain dans le JT. Sur fond de crise sanitaire, difficile de se projeter pour les acteurs du tourisme. Pour les aider, Savoie-Mont-Blanc Tourisme a publié la semaine dernière un baromètre sur les intentions des Français. Selon l'enquête réalisée auprès de plus de 1000 Français représentatifs de la population, 20% d'entre nous serions prêts à partir en vacances cet hiver, majoritairement en France. 3 Français sur 10 ne partiront pas. Les étrangers semblent plus frileux puisque la moitié des interrogés déclarent forfait. Une autre enquête sera réalisée d'ici fin novembre. La saison d'hiver s'annonce particulière pour les stations comme pour les sportifs. Les skieurs sont dans les starting blocks et pour en parler, j'accueille ce soir Michel Vion, président de la Fédération française de ski. Bienvenue sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans ce contexte compliqué, on parle beaucoup d'annulation d'événements. Vous avez dû annuler la traditionnelle présentation des équipes de ski et de snowboard à Paris qui devait avoir lieu hier. C'est un regret de ne pas avoir pu honorer cette tradition? Oui, c'est toujours effectivement dommage de ne pas utiliser les temps forts que nous avons. On a en fait déjà un sport
saisonnier, donc qui réduit un peu le temps d'exposition média. Et effectivement, quand on présente les équipes de France de ski et de snowboard à Paris, c'est toujours un temps fort. 140 journalistes, 600 invités. Donc voilà, une manière de mettre en valeur nos équipes de France. Mais bon, c'est comme ça, ce n'était pas du tout raisonnable de réunir à un mois de la saison, ou même moins maintenant, tous nos athlètes des équipes de France sur des zones un peu à risque. Comment s'annonce cette saison sur le plan sportif? La préparation a été un petit peu peut-être différente par rapport à d'habitude. Comment vous abordez cette saison? Écoutez, c'est vrai que ça peut apparaître très très différent des années précédentes. Donc pas d'hémisphère sud par exemple pour les skieurs alpins, mais on a compensé par autre chose avec le soutien sans faille de stations, les stations qui ont des glaciers, Val d'Isère, les Deux Alpes, Tignes, qui ont joué le jeu parfaitement pour accueillir nos équipes de France et nos équipes de région aussi. Donc du coup, une préparation qui a été différente, mais qui, je crois, a été tout à fait complète. Donc on commence la saison avec, en tout cas, l'esprit léger, parce qu'on a fait le travail qu'il fallait pour bien se préparer. Est-ce que vous allez être plus indulgent au niveau des résultats avec ces sportifs qui ont une préparation plus compliquée? Non, quand on est dans l'excellence, il n'y a pas d'indulgence, vous savez bien, mais les athlètes sont eux-mêmes dans l'indulgence, pas d'indulgence pour eux-mêmes déjà, avant de l'être pour nous. Non, simplement, ça va être compliqué. On sait que c'est une saison qui va être où il va falloir s'adapter, il va falloir anticiper. Les programmes, c'est une chose. Sur le papier, c'est très bien maintenant. On a fait des programmes, une espèce de plan B qui fait que les Coupes du Monde auront lieu avec des aménagements. Simplement, ça va encore changer, on le sait. Avec la météo, c'est déjà le cas chaque année. Et puis là, avec le Covid qui va forcément influencer les choses. Donc beaucoup d'adaptation, mais en tout cas l'exigence sportive sera toujours là. À ce stade, il y a un grand rendez-vous qui, pour le moment, est maintenu, c'est le Critérium de la première neige à Val d'Isère. C'est un grand rendez-vous, c'est important qu'il soit maintenu. Oui, c'est important parce que d'abord, ça montre qu'en France, on peut skier et qu'il y aura de la neige chez nous et il y aura l'accès au public et aux vacanciers. Donc important de garder ces Coupes du Monde chez nous en France au mois de décembre. Malheureusement, on a dû annuler les épreuves de biathlon du Grand Bornand, mais les épreuves de Val d'Isère, de Courchevel et de Val Thorens qui ont lieu en décembre, pour le moment sont maintenues. On essaie de tout faire pour faire en sorte qu'elles se fassent dans de bonnes conditions. Les organisateurs travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que tout soit sous contrôle, avec des cahiers des charges qui sont épais comme ça, l'accueil des athlètes, l'accueil des gens qui vont autour, le public, pas de public, avec public. Donc tout ça pour dire que ça va être un peu compliqué, mais ces épreuves auront lieu. Et ça commence dès ce week-end, la saison? Ça commence dès ce week-end, effectivement, à Zolden, en Autriche, pour les skieurs alpins. Donc dans 4 jours, ça y est, c'est parti pour nous. Donc encore une fois, avec des conditions particulières, sans public, à huis clos, mais une épreuve qui aura la même valeur sportive qu'une Coupe du Monde normale. Et puis après, le mois de décembre, ça sera donc Val d'Isère à partir du 5 décembre, où ça va enchaîner Val d'Isère, Val Thorens, le 4-5 décembre aussi, et puis Courchevel, les 12 et 13. Donc on aura un mois de décembre chargé pour le ski français. Ça va être un petit peu étrange sans public, on sait qu'il y a toujours de l'ambiance sur le bord des pistes. Oui, c'est un sport de haut niveau sans public, c'est vrai qu'un match de foot sans spectateurs, c'est compliqué. Nous, alors, on n'a pas le stadium autour, mais on a quand même l'aire d'arrivée, le public, les échanges. Donc oui, ça va être un peu compliqué. Donc à nous de mettre la jauge au bon endroit, savoir si on accueille du public ou pas, et si on en accueille, combien, et bien sûr tout ça en relation avec les préfectures concernées. Si on se tourne un petit peu plus loin dans l'avenir, un peu plus lointain, deux grands rendez-vous vous attendent au niveau de la fédération. Déjà, il y a ce projet de nouveau siège à Mettey. C'était une nécessité pour vous de changer de maison? Oui, c'est un projet qui date de 2 ans déjà maintenant. On se rend compte qu'on est dans des locaux superbes, vus sur le lac, donc on ne peut pas se plaindre, mais on est un peu limité en espace et on commence à être un peu à l'étroit. Voilà, et puis on a aussi l'intention d'avoir un siège qui soit, on va dire, à l'image de nos ambitions. Donc voilà, on a ce projet depuis 2 ans sur Mettey. On est en train de finaliser le projet, en tout cas le montage financier, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais voilà, c'est à échéance de 2 ans, 2 ans et demi. On espère pouvoir effectivement avoir un siège qui sera pour le coup à nous, propriétaires de la Fédération française de ski. Donc voilà, c'est un projet qui encore une fois, ne peut pas se faire sans l'accompagnement des collectivités, qu'elles soient régionales, départementales et voire même locales.
Donc voilà, on est presque au bout du dossier et après il faudra mettre ça en œuvre. Voilà. Les travaux pourraient débuter? Oui, ça pourrait commencer au printemps prochain, au printemps 21, pour on espère fin 22, début 23. Donc voilà un nouveau siège pour cette fédération qui est l'une des rares fédérations en dehors de Paris ou de sa proche banlieue. Donc voilà, il y a une espèce de fierté d'avoir une fédération nationale d'importance qui est basée chez nous dans nos montagnes. Et pas très loin de nos studios, donc on est content. Et pas loin aussi. de chez vous, voilà, on sera tout près. Un peu plus loin encore, il y a un grand rendez-vous, les Mondiaux 2023 à Courchevel, Méribel. Est-ce que la préparation de ce grand rendez-vous se passe bien? Oui, c'est un projet. Alors, vous voyez, j'ai même mis la chemise qui va bien avec, là, l'écusson. Donc, effectivement, c'est un projet qui est un projet mondial, encore une fois. Et les équipes qui sont en place, Perrine Pellen et toute son équipe a bien pris ça en main. Des travaux remarquables ont été faits dans les deux communes, que ce soit à Courchevel ou à Méribel. Donc, pour l'instant, on est bien en ligne avec le schéma initial en termes de travaux, en termes d'investissement, en termes d'organisation. Alors, on dit c'est 2 ans, mais en fait, ça va aller assez vite. C'est 2 ans et demi, en fait. Mais il faudrait être prêt déjà en 2022, parce qu'on va accueillir les finales de Coupe du Monde, une espèce de test avant les mondiaux eux-mêmes. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Mais c'est bien sous contrôle, bien en main. On a voilà, tout ce qui est budget, tout ce qui est investissement, tout ce qui est organisation. On est en ligne avec le calendrier, le programme initial. Bon, on suivra tout ça avec attention, on a hâte d'y être nous aussi. C'est un beau projet, vous savez, quand on se rappelle Val d'Isère 2009, peut-être vous n'étiez pas encore comment dire, dans l'équipe. Dans cette équipe-là, mais non, c'est effectivement un rendez-vous mondial, hein. On parle de 600 millions de téléspectateurs, 200 000 personnes sur la quinzaine, au pied des pistes, donc ça va être un gros rendez-vous pour le ski français. Est-ce qu'il y a d'autres gros chantiers là prochainement? C'est déjà pas mal, entre le Beau siège, programme. les mondiaux, et puis encore une fois un hiver qui va forcément être compliqué, mais qu'on va assurer de la meilleure des manières avec nos partenaires, avec les écoles de ski, avec Domaine Skiable de France, tout ça ensemble, solidaire, la montagne solidaire, pour faire en sorte qu'on puisse accueillir les touristes et avoir un hiver, on va dire, normal. Et ce sera le mot de la fin pour cette interview. Merci beaucoup Michel Vion Merci à d'être vous. venu nous voir. Cette semaine, notre série est consacrée à un courant architectural très présent en Haute-Savoie dans les années 60-70. Un courant présenté actuellement au CAUE de Haute-Savoie. Une exposition retrace l'aventure de ce groupe d'architectes qui ont donné vie à une utopie architecturale. Jean-Paul Crespi nous plonge dans cette exposition. Des bulles, des voiles de béton projetés et de la fibre de verre pour une conception de l'architecture novatrice et libertaire. Son seul mot d'ordre, offrir à chacun les moyens d'habiter librement un espace qui lui corresponde. Dès 1954, l'architecte devient habitologue. Les projets d'Antilovac du couple Ozerman-Costi, de Jean-Louis Chanéac, tous savoyards ou genevois, décident une architecture vivante, pensée pour son milieu réversible et nomade, en rupture avec la ligne droite et les formes géométriques strictes. Tous se retrouvent au sein du GIAP, le groupement international pour une architecture prospective, et ils fondent en 1971 à Douvaine l'association Habitat Évolutif. Réunis, ils exposent ensemble leur vision à la fois pragmatique et fantastique de la ville et de l'habitat du futur. Pour ces architectes, l'an 2000 devient leur horizon. Finalement, c'est le mouvement du bras qui détermine l'espace dont a besoin l'homme. Enfin, c'est ça, un petit peu l'idée. Et la rondeur, en fait, ça permet de moduler l'espace, voilà, de créer finalement des espaces là où on en a besoin. En partant d'un principe que tout ce qu'on a hérité de mobilier, etc., n'est plus utile aujourd'hui. Enfin, voilà. Et donc, l'architecture devient elle-même meuble. C'est-à-dire que le sol se lève, crée une table, crée une banquette, on va ouvrir une fenêtre là où on le souhaite. Voilà, c'est en fait quelque chose d'assez plastique, finalement. Quand ils font des prototypes de maisons en plastique, ils sont financés par la Caisse des dépôts dans les années 70. Je crois que le prototype date de 72. Et les sociologues sont un peu inquiets de savoir si le fait d'habiter ces formes un peu inédites, ces formes rondes, ça ne va pas perturber les habitants. Et donc il y avait une crainte des gens d'habiter dans ces éléments qui étaient moins standards et moins normés, moins normaux. Au cœur de l'exposition, Conquête spatiale, proposée par le CAUE de Haute-Savoie, le projet de centre-ville de Douvaine. Ce projet marque l'aboutissement de leurs recherches. Bien qu'inachevé, la construction de cet ensemble urbain reste un témoignage majeur de cette aventure architecturale.
On peut vivre de ses rêves et de ce qui était utopique peut devenir une réalité. Et toujours garder ça dans un coin de la tête, c'est qu'il y a toujours des innovations, des solutions, cette liberté aussi de l'autoconstruction avec la maison Unal. C'est une architecture qui nous provoque encore aujourd'hui, par sa singularité, par l'audace voilà, de ces architectes, par l'ambition aussi qu'ils voulaient soulever en fait. Hein. Et quand on regarde leurs dessins, quand on regarde leurs réflexions, il y a une espèce de fascination. Enfin, on se dit oui, il y a une espèce de génie créatif qu'on a du mal, un élan qu'on a du mal à trouver peut-être dans les projets d'aujourd'hui, oui, sûrement. Oui. Tombée en désuétude dès la fin des années 70 pour être découverte aujourd'hui, cette architecture de l'utopie et de la liberté proposait en son temps de multiples solutions pour personnaliser son habitat. Une personnalisation choisie sur un catalogue ou réalisée en autoconstruction. Conquête spatiale nous interroge, l'architecte devenant ainsi médiateur entre l'habitat et le désir d'habiter pour que tout un chacun réalise maintenant son projet de vie. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, juste après la météo, vous retrouvez Emmanuel Jaude pour un nouvel épisode de son Panorama, toujours consacré au territoire d'Arvent-Villars. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain.